En règle générale, sur la chaîne, je vous parle de paléontologie. Et quelle est la définition de ce mot? Si vous prenez votre dico préféré pour faire recours, vous lirez qu'il s'agit d'une science étudiant les êtres vivants ayant existé sur la planète, en se basant sur l'étude des fossiles. Et qu'est-ce qu'un fossile si ce n'est une pierre? Alors dans cet épisode, nous allons faire une petite digression et parler de cailloux. Dis Google, qu'est-ce que la géologie? Géologie, science qui étudie la structure et l'évolution de l'écorce terrestre. Ok, l'écorce terrestre. En fait, je vous en parle assez souvent. Dérive des continents, Alfred Wegener, tectonique des plaques, subduction, orogénèse. Tous ces termes sont en fait relatifs à la géologie. Alors, si vous le voulez bien, quoique je vous laisse pas trop le choix. Bref, familiarisons-nous avec les bases de la géologie. Parce qu'en fin de compte, si on y réfléchit bien, les roches sont à l'origine de tout ce qu'il y a sur Terre. Mais pour comprendre simplement, posons un postulat de départ. Qu'est-ce qu'une pierre? Une pierre ou une roche est un solide composé d'un ou plusieurs éléments, les minéraux. Ces derniers possédant une structure atomique plus ou moins ordonnée et une composition chimique bien définie. Ceci étant dit, tout comme en paléontologie, la géologie regorge de noms scientifiques. Et bien qu'ils ne proviennent pas du latin, ils sont pléthores. Cela dit, soyez rassurés, nous n'entrerons pas dans le détail, mais juste tenter d'en comprendre les bases. Et là encore, pas d'inquiétude. Ces dernières sont plutôt simples. En fait, elles se limitent à tout juste 3 grands types de roches. Les magmatiques, les sédimentaires et les métamorphiques. Alors voyons ça de plus près. Pour cela, comme en paléo, remontons dans le temps. Loin, très loin, au précambrien, et précisément à l'Adéen. C'est vers la fin de cet éon que la surface de la planète se solidifie, il y a environ 4,4 milliards d'années. Le magma en surface se refroidit et l'écorce terrestre se forme. C'est ainsi que les premières roches font leur apparition, les roches dites magmatiques. En fait, on appelle le magma la matière liquide contenue dans le manteau terrestre, quelques dizaines de kilomètres sous la surface. Et c'est lorsque ce magma atteint la surface qu'il reçoit le nom de lave. Des laves qui, après solidification, deviennent des roches volcaniques, effusives ou tout simplement magmatiques. Oui, beaucoup de mots pour dire plus ou moins la même chose. Toujours est-il que c'est ce type de roche qui fut pendant bien longtemps la seule roche à la surface de la Terre, après son refroidissement, sa solidification. Et il y a fort à parier que vous en connaissez, car ne me dites pas que vous n'avez jamais entendu parler de granit. Vous voyez? Des fois on connaît des choses sans le savoir. Et on va en reparler du granit, mais la plus commune de ces roches, magmatiques, et de loin la plus abondante, est le basalte, d'où le terme de roche basaltique. Et quand je vous dis que c'est la plus abondante, c'est peu dire. En effet, le basalte tapisse entièrement le fond des océans, sous la couche de sédiments. C'est aussi cette lave solidifiée qui constitue les dorsales océaniques, ces longues chaînes de montagnes sous-marines, au sommet desquelles s'alignent les volcans. Leur longueur totale dépasse les 60 000 km. Les basaltes sont également émis dans les points chauds. Ce sont des zones de volcanisme intense, dont le meilleur exemple est l'île de Hawaï, dont le plus haut sommet atteint les 4200 mètres d'altitude. Cependant, si l'on mesure ces montagnes non pas à partir du niveau de la mer, mais à partir du plancher océanique, la hauteur totale avoisine les 8200 mètres, quasiment la hauteur de l'Everest, et ce, sur une superficie de plus de 40 000 mètres carrés. Elle est ainsi l'un des plus grands reliefs du monde, en partie constitué d'un basalte émis lors du dernier million d'années. L'avantage des roches magmatiques est qu'elles peuvent toutes être datées, sauf en cas de perturbation due à un événement géologique. Bien entendu, la période de temps que l'on date est celle qui s'est écoulée depuis la solidification du magma, de la lave. En outre, les magmas contiennent des éléments radioactifs,
tels que l'uranium-238, le rubidium-87 et le potassium-40. Et sachant que l'on connaît la vitesse de transformation de ces éléments en d'autres éléments, on peut ainsi les dater. On verra qu'avec les autres types de roches, c'est plus compliqué. Notez toutefois que cela est possible dans la mesure où la roche reste un système fermé, c'est-à-dire qu'elle n'a pas échangé d'éléments avec l'extérieur. Ou pour faire simple, qu'elle ne se soit pas mélangée à d'autres roches. Mais on va y revenir. Donc, les roches magmatiques sont les premières roches de notre planète. Mais la planète est désormais dotée d'une atmosphère. Et qui dit atmosphère, dit turbulence atmosphérique, pluie, vent, vagues. Ce sont ces phénomènes climatiques qui vont causer l'érosion de la roche. Et par ailleurs, dans les terres, les cours d'eau nouvellement apparus vont aussi contribuer à éroder la roche volcanique ou magmatique. L'érosion. L'érosion est sur la Terre un phénomène universel, un phénomène qui aplanit les reliefs. Et si le vent contribue en partie à cette érosion, elle est surtout due à l'action de l'eau. L'eau qui, sous forme liquide ou solide, telle que les glaciers, désagrège les roches. Et les particules ainsi désolidarisées sont emportées par les cours d'eau ou les glaciers. Ainsi, tout au long des millions d'années qui vont suivre, la roche se décompose lentement en de petites particules qui, emportées par les vents ou autres cours d'eau, vont aller se déposer en couches successives pour former des sédiments. Sédiments qui, au fil des millions d'années, vont former une deuxième catégorie de roches, les roches dites sédimentaires. Là encore, pour sûr que vous en connaissez quelques-unes, comme le grès ou l'argile. En effet, avec les millions d'années qui passent, les couches de sédiments s'accumulent, formant des strates. Et au plus ces strates s'amoncellent les unes aux autres, au plus le poids augmente sur les premières couches déposées. Aussi, au fil du temps, le poids devient colossal, exerçant ainsi sur les couches inférieures une pression considérable. Et au plus la pression est forte, au plus la température s'élève. Et arrivé à un certain stade, les sédiments sont tellement chauffés et comprimés que cela devient de la roche sédimentaire. On appelle ce phénomène de transformation la diagénèse. Puis au fil des millions d'années, la perpétuelle tectonique des plaques. À ce sujet, laissez-moi ouvrir une petite parenthèse et vous préciser un truc. On parle toujours de plaques tectoniques, mais en fait nous devrions plutôt parler de plaques lithosphériques. Car en effet, la zone comprenant la croûte terrestre et la croûte océanique, ainsi que la partie supérieure rigide du manteau, se nomme la lithosphère. La tectonique, au sens propre, est la déformation des roches, la déformation des plaques tectoniques. Quoi qu'il en soit, au fil des millions d'années, le phénomène va faire ressurgir hors de terre ces strates désormais solidifiées, créant ainsi par exemple les chaînes de montagnes. On parle ici d'orogénèse. Les strates, quant à elles, ce sont ces bandes de roches le plus souvent de couleurs différentes que l'on voit bien souvent, à flanc de montagne ou encore sur les falaises au bord de mer. Cependant, si au contraire, la tectonique entraîne ces strates nouvellement solidifiées plus en profondeur sous la croûte terrestre, la pression devient tellement phénoménale et la température tellement infernale que la roche change d'état. Elle se déstabilise, elle se désassemble au niveau atomique. Puis elle se réassemble. On dit que la roche se recristallise. Et de nouveaux minéraux apparaissent. Des nouveaux minéraux supportant la pression et la température auxquelles ils sont soumis. Le système fermé dont je vous parlais précédemment n'est plus. En effet, les éléments de la roche se sont mélangés à d'autres éléments pour former une autre roche. Ce qui nous donne un autre type de roche, le troisième grand type de roche, la roche dite métamorphique. Un autre cas de figure dans lequel se déroule du métamorphisme est lorsque deux plaques tectoniques entrent en collision et se créent des montagnes, autrement dit lors d'une orogénèse. Mais le processus reste le même, pression, température et changement d'état. Et bien entendu, tout comme les roches sédimentaires, au cours des millions d'années, les forces tectoniques sans cesse en mouvement feront surgir hors du sol ces roches formées au plus profond de l'écorce terrestre, tout en métamorphisant de nouvelles roches. Un éternel recommencement. Voilà pour les trois grands types de roches. Pour résumer simplement, nous avons les roches magmatiques qui nous proviennent des entrailles de la Terre, et les sédimentaires qui s'accumulent couche après couche et se pétrifient, et les métamorphiques qui sont le résultat d'un changement d'état des deux premiers types de roches, comme par exemple le calcaire qui devient du marbre.
Et bien sûr, il ne faut pas oublier que si la roche, quelle qu'elle soit, est enfouie encore plus profondément, comme par exemple plus profond sous une chaîne de montagne, où elle est soumise à une trop forte pression et à de grosses températures, elle redevient du magma. La boucle est bouclée. Oui, et si ce magma se solidifie, il deviendra du granit. Rien ne se perd, tout se transforme. Alors vous pourriez me dire que par rapport à la paléontologie et aux animaux qu'elle étudie, les roches, les pierres ne bougent pas, ne respirent pas, ne mangent pas. Ce à quoi je vous répondrai qu'elles ont aussi l'avantage de ne pas mourir, ce qui est bien pratique pour pouvoir les dater. De plus, on peut les conserver aussi longtemps que l'on veut, afin de les observer à loisir. Ce qui m'amène à vous parler des cristaux. Car bien qu'une roche ne soit pour le commun des mortels qu'un simple caillou, en y regardant de plus près, à l'aide d'une loupe binoculaire, d'un microscope, ou mieux, avec un microscope polarisant, on découvre que les roches ont une très grande variété d'aspects, et parfois même nous révèlent un spectacle merveilleux, notamment en observant les cristaux. Prenons par exemple cette courte vidéo qui nous montre une péridotite à grenat. Un terme qui évoquera peut-être quelque chose à certains d'entre vous. Les grenats, du moins les plus purs d'entre eux, sont des gemmes, des pierres dites précieuses, aussi appelées pierres fines. Ces pierres fines, à la différence des autres roches, bien qu'étant des minéraux, sont des cristaux. Je précise que nous parlons ici de géologie, car tous les cristaux ne sont pas d'origine minérale, comme la neige, le sucre ou le sel. Je vous disais dans le postulat de départ que les cristaux sont par définition des corps solides naturels ayant une structure atomique ordonnée, ainsi qu'une composition chimique définie. Autrement dit, les composants qui les constituent, atomes et autres molécules, sont agencés de façon régulière. Ce sont des pierres qui se sont formées atome par atome, et ce sur une longue période de temps à de grandes profondeurs sous la Terre, là où règne une pression et une température insoutenables. C'est ce qui fait que leur recherche est difficile, encore plus difficile que celle des fossiles, et en général ils proviennent de carrières ou de mines. Les minéraux les plus connus sont les quartz. Par exemple, les améthystes, à la belle couleur violette, ne sont autres que des quartz teintés par des traces de fer. On les trouve fréquemment dans les géodes, des cavités où de l'eau chargée en silice a autrefois circulé. La silice a cristallisé très lentement pendant des milliers d'années. Il faut du temps pour que les atomes se déposent de manière ordonnée à la surface d'un cristal en cours de croissance. Par opposition aux cristaux formés d'éléments semblables, beaucoup de roches sont composées de minéraux distincts. Le cas du granit est évident. Un simple coup d'œil permet d'y distinguer au moins 3 sortes de minéraux. Du quartz transparent, des micas, le plus souvent sombres ou noirs, et des feldspaths, dont la couleur va du blanc jusqu'au rouge. Si vous habitez en Bretagne, dans le Massif central ou les Vosges, il vous est facile de trouver du granit. Mais sachez que vous devez casser les roches pour voir leur véritable aspect. Leur surface est toujours altérée, si bien qu'elle présente un aspect grisâtre, qui rend leur identification impossible. Nous avons vu que le granit est une roche magmatique, et les minéraux constituant les granites ont cristallisé dans des poches de magma situées dans les profondeurs de la Terre, sous les montagnes. On les appelle des plutons, et ces roches sont dites plutoniques, des roches qui ont été mises à l'affleurement lorsque ces anciennes montagnes ont été érodées. C'est le cas des massifs dont je viens de vous parler, qui sont des vestiges de l'ancienne chaîne hercynienne. Cette immense chaîne de montagnes qui traversait de part en part le vaste continent Pangée, voilà plus de 250 millions d'années. Une chaîne de montagnes à faire pâlir l'Himalaya et qui aujourd'hui a quasiment disparu, érodée, effondrée, désagrégée. Mais les minéraux qui la composaient sont toujours là, quelque part, dans la nature, dans la terre ou dans les rochers tout autour de nous. Et pour finir sur une note poétique, je vous dirai que, tout comme les diamants, les minéraux sont éternels. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, j'espère que cette petite introduction à la géologie vous aura plu, et que vous porterez un regard différent sur les roches qui vous entourent. Enfin, si vous habitez non loin de la nature. Par ailleurs, si vous êtes encore là, j'ai l'intention de faire une fac de ces 4. Alors si vous avez des questions, poussez-moi donc un petit mail avec votre question à simplexpaleo@gmail.com. Je tiens à remercier la géologue Erika Verel qui a écrit la majeure partie du script, pour ne pas dire la totalité.
et qui en outre a été un très bon professeur pour le néophyte que je suis en géologie. Merci Erika. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, likez, partagez et tout le tralala. Et si vous pensez que mon travail mérite une petite contribution, je vous rappelle que vous pouvez m'aider dans cette aventure youtubesque en me soutenant sur Utip ou Tipeee. Comme toujours, un énorme merci à celles et à ceux qui contribuent déjà à l'évolution de la chaîne. 1 ou 2 euros suffit à faire mon bonheur. Voilà, c'est tout pour moi. Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.